Mais d'un côté, si tu fais ça avant de lancer un projet, tu lances rien du tout non plus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose où fais du mieux que tu peux sur le moment, à l'instant T, t'amélioreras après. Ne reste pas figé, tétanisé face à un domaine que tu connais pas en te disant je vais pas réussir à le faire, j'ai pas les compétences. Fais du mieux que tu peux. À l'instant T, t'amélioreras après. Mais si tu fais rien, t'as pas de base, t'as pas de data, t'as rien, t'as pas de processus pour l'améliorer. Cet épisode est la première partie de l'interview avec Audrey et Maxime. Bonne écoute! Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation constructive. Aujourd'hui, un épisode familial avec un frère et une sœur qui ont chacun tracé leur carrière dans des secteurs différents, mais ont su apporter leur spécialité pour réaliser un projet en commun. L'un est orienté communication et l'autre est orienté économie de la construction, management de projet et numérisation. On a le plaisir d'accueillir Audrey et Maxime Menlet pour discuter de leur parcours et de cette aventure du BIMD GVA. Salut les frangins, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour une conversation ici dans les locaux de M. Berger SA Lausanne. Tout d'abord, si nos auditeurs souhaitent vous contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn et sur la page de votre salon BIMD GVA. Tous les liens seront présents dans la description du podcast. Salut. 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 Tout d'abord, qui êtes-vous? Maxime, est-ce que tu peux présenter Audrey? Et Audrey, est-ce que tu peux présenter Maxime? Ok, du coup, Audrey, CEO du BIMD GVA, BIM Programme Manager chez BGWSP et formatrice BIM à l'IFAGE. Elle a un master BIM en management de projet. Je dirais que c'est l'experte technique du salon. Et elle possède, on va dire, une vision 360 de l'écosystème de la construction, ce qui est une force non négligeable. Ouais. Alors Maxime est marketing manager dans un groupe qui fait de l'événementiel, du séminaire d'entreprise. Pour sa partie professionnelle, pour le salon, il est CMO, donc il s'occupe de toute la partie communication et marketing du salon. Et du coup, il est axé vraiment sur les nouvelles technologies, l'automatisation. Et ça nous donne un atout considérable avec tous les outils dispo pour les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment l'occasion de faire plus, en étant deux à bord du bateau, de faire plus avec moins de monde. C'est aussi des astuces qu'il faut pour être un petit peu plus rapide, etc. Donc, bien sûr. Exactement. Surtout quand tu as une double casquette ou un double bob à avoir, mais professionnel, et, on va dire salariat et entrepreneurial, vaut mieux automatiser certaines choses. Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est le BIMD Geneva, d'où provient son nom? et qu'est-ce que c'est aussi Ouais, exactement. Alors, c'est un salon professionnel avec un modèle, une partie conférence, une partie exposition. Donc, deux sortes de billets d'entrée, deux espaces. Le nom a été trouvé assez simplement puisque c'est un jour consacré au BIM à Genève. Donc, on appelait ça BIM Day GVA. C'est venu d'où l'initiative et puis finalement l'impulsion peut-être pour créer ce salon? Alors, l'idée, elle vient plutôt de moi. En fait, j'assistais à BIM World tous les ans. Puis, je croisais un peu l'écosystème genevois là-bas, à Paris. Du coup, je me disais que c'était un peu dommage parce qu'il n'y avait pas vraiment d'événements BIM à Genève encore. Des micro-événements, des éditeurs qui font des petits événements, mais un salon vraiment où il y a toutes les solutions logicielles, des prestataires, les formations disponibles sur le marché, tout dans un même espace avec aussi des conférences intéressantes. Ça n'existait pas encore. Donc l'idée est venue de moi et puis après... Ouais, en fait, on a... Le sujet est revenu plusieurs fois sur la table sans que ça se matérialise vraiment en projet. Donc on en a discuté, on trouvait l'idée bonne, mais on n'avait pas mis un pied dans la réalisation. Pour la petite anecdote exclusive, c'est né dans un garage, on va dire, à l'instar des Microsoft, Apple et tout ça qui sont nés là-dedans. En fait, j'avais une mission avec un de mes collègues d'archivage de dossiers dans un cabinet de cardiologie. En fait, on parlait de tout et de rien. Et le sujet du salon,
parler sujet business, etc. Et le sujet salon est venu sur la table. Et en fait, à notre pause, au lieu, une fois qu'on a fini de manger, au lieu de scroller sur notre téléphone ou sur X réseaux sociaux, mon ami de l'époque, donc Arthur Viau, a commencé directement à chercher une salle capable d'accueillir ce type de rassemblement. Et en fait, le coup de starter a commencé vraiment ici. C'est-à-dire que en fait, nous, on n'avait pas du tout à la base une fibre entrepreneuriale. Et ça a vraiment starté ici sur la recherche de la salle. Et après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Une fois qu'on a vu que c'était abordable niveau prix, parce que de base, on imaginait un tarif exorbitant et au final, c'était assez accessible pour pouvoir démarrer quelque chose. On a enchaîné un business plan bancal fait sur Word en un week-end. On a du coup demandé un devis. Du coup, c'était au Ramada Centre de conférence. Et on a allé présenter on va dire, pas l'aboutissement, mais l'esquisse du projet à l'initiatrice de l'idée. Donc, on avait quand même préparé notre truc parce qu'on voulait pas prendre un coup de chausson. On mode, ouais, c'est bon, c'est pas carré. C'est pas carré. Donc, du coup, on est revenu, on a soumis l'idée. Et après, en fait, tout est allé très, très rapidement et sans vraiment de frein sur le démarrage du projet. Il y a Abder qui a rejoint le projet et on a tous les quatre, on était tous les quatre au pris départ. le sujet à bras le corps et on l'a poussé jusqu'à la première édition. L'idée au début, c'était quelle année? Et puis quand la première édition, c'était 2019. C'est juste janvier 2020, mais du coup tout le démarrage a eu lieu en 2019. Ouais, c'est ça. On a créé la société en avril 2019. Ouais. On a commencé par une SNC, c'était plus rapide, plus simple. Après, on a fermé cette SNC, on a fait une SARL quand le projet a commencé à grandir. SNC, juste pour les personnes qui connaissent. C'est une société en nom collectif. Okay, c'est comme être indépendant à plusieurs, en fait. Ouais, d'accord. C'est les mêmes statuts. Mhm. Donc voilà, la rapidité, la simplicité nous a fait pencher vers cette option-là, qu'on a après modifiée par la suite. Et du coup, on était 4 associés pour la première édition. Ce qui est un peu insolite, c'est que celui qui a démarré le projet, donc Arthur, celui qui nous a poussé à choisir la salle, à créer l'entreprise et tout ça, il a fait la première édition, il a préféré arrêter. Ouais. Donc c'est un domaine qui est... Le monde de l'événementiel et moi, ça colle pas. C'est un domaine vraiment stressant. Donc Arthur, il a fait que la première édition et après on est restés tous les 3 jusqu'à maintenant, avec Abder qui s'occupe, qui est pas là aujourd'hui, mais qui est un autre associé aussi, qui s'occupe de la logistique du salon, de l'aspect financier et administratif. Puis aussi, en quoi votre événement devait être différent un petit peu, je sais pas, de la Swiss BAO, peut-être de la conférence BIM, etc. Finalement, qu'est-ce que vous vouliez de spécifique ou de plus pour votre événement? Alors, j'aime bien l'événement de Bâtir Digital Suisse, hein, moi-même j'y vais tous les ans, etc. Mais sur la partie exposition, elle est beaucoup moins développée. Il y a vraiment les intervenants, etc., qui sont présents sur les stands. Nous, on voulait que nos visiteurs puissent avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, les formations disponibles, des prestataires pour les accompagner en BIM management, coordination BIM, les entreprises de la place qui font du BIM. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une vraie partie exposition. C'est moins élitiste d'avoir une partie exposition où si tu es un peu plus novice dans la matière, de pouvoir aller accéder, de pouvoir discuter avec les stands parce que du coup, tu vas pouvoir t'enrichir. Quand tu as une partie conférence qui prend, on va dire, la majorité de la place du salon, c'est un peu plus difficile d'accès pour les non-sachants et pour des débutants. Ce qui nous différencie aussi de pas mal de salons, c'est un peu le format des conférences. Donc, dans beaucoup de salons, il faut payer pour pouvoir intervenir et faire une conférence. Du coup, ça donne des conférences qui sont quand même assez commerciales. Les gens ont de la difficulté à dire, par exemple, qu'ils ont eu un problème sur un projet, qu'ils ont eu des difficultés, etc. C'est toujours un peu tout s'est bien passé, projet magnifique, on a fait tous les cas d'usage, etc. Ce format-là, il est un peu... enfin, en tant que visiteur, moi, je l'ai vécu dans plusieurs salons, c'est pas très intéressant. Donc, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment inviter des experts, donc choisir des thèmes d'actualité du BIM. Moi, ma partie... salarié me permet de voir ce qui se passe, d'être au courant aussi des nouvelles technos, des thèmes un peu,
d'actualité. Donc nous, on voulait vraiment pouvoir inviter des personnes qui sont reconnues comme experts dans ces domaines-là, dans les thèmes qu'on a choisis, et qui viennent partager de la connaissance. Et du coup, c'est pas non plus élitiste parce qu'ils ont vraiment des présentations qui commencent par de la pédagogie, d'expliquer le thème qu'ils vont traiter, etc. Donc c'est des conférences qui intéressent autant les experts qu'un débutant qui peut voir ce qu'il peut faire avec le BIM, quelles sont les possibilités, etc. Démystifier aussi un peu certains sujets, Ouais. comme l'IA qui peut faire peur, etc., etc. Il y a toujours, comme elle le disait, une entrée un peu pédagogique. Certains experts peuvent aller toucher du doigt certains sujets où ils peuvent avoir des blocages, comme certaines personnes peuvent juste s'initier et avoir... Le but, c'est qu'ils aient une vision plus large à la sortie du salon que quand ils sont rentrés. Qui après peut donner... J'espère, on n'a pas eu de retour dans ce cas-là, mais qui peut donner des vocations. Quelqu'un qui rentre en ayant une certaine pratique, on va dire, un peu plus traditionnelle, peut peut-être s'ouvrir à des nouvelles méthodes, que ça soit de collaboration, et juste de manière peut-être de réfléchir son métier au jour le jour. C'est déjà intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on participe justement à toute cette accélération de la digitalisation. Mmh. Et puis justement, pour revenir un petit peu à cette partie événementielle, vous n'étiez pas de ce domaine à l'origine. Enfin, je veux dire, vous avez les deux vos activités respectives, mais là, vous avez dû vous y mettre. Comment on entre dans l'événementiel quand on débute? Il fallait trouver la salle. Ça, a priori, ça allait plus facilement que prévu. Oui. Mais par contre, pour tout le reste, finalement, comment on s'y met à l'événementiel? Et puis, c'était quoi un peu les challenges ou les difficultés que vous avez vues? Alors, moi, j'avais une petite expérience dans l'événementiel avant d'attaquer ça. Par contre, le format, la cible était totalement différente. C'était plus des soirées événementielles orientées club musique, donc un format un peu plus club. Par contre, ça m'a permis d'avoir certaines bases sur la planification, autant de l'organisation de l'événement que de la promotion de l'événement. Par contre, après, il a fallu adapter ça déjà à une cible qui était beaucoup plus B2B que la première expérience. Et il a fallu aussi switcher sur l'envergure de l'événement parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux et pas du tout la même façon de communiquer. Donc, on a dû s'adapter sur cette partie-là. Après, on a pas mal... découvert au fil du chemin, quoi. Ouais. On était clairement inconscient du travail que ça représentait. C'est ce qui quand nous on a a démarré. Je pense que c'est ce qui nous a aidé à démarrer. On se disait, au début, on travaille tous les 4, 1-2 semaines et on aura fini de tout préparer. Mais au bout de... Et quand je l'ai dit, il n'a pas rigolé, c'est ça. non, tous les 4, on se disait, il y a moyen, peut-être, etc. Mais je pense que c'est humain. Quand tu touches du doigt un sujet où tu es non sachant, ton cerveau va volontairement simplifier les choses. Regarder Zidane jouer au foot, c'est simple, ça a l'air simple. Par contre, faire la même chose que lui sur le terrain, c'est pas la même chose. Et le rapport, il était un peu là, c'est qu'on a simplifié dans notre tête, pour pouvoir se lancer, on a simplifié toute l'organisation. Et après, quand on s'est retrouvé les deux pieds dedans, on a dit j'avais pas... c'est plus compliqué. J'avais pas vraiment pris conscience de l'importance de la tâche et de tous les sous-tâches que ça veut dire. Contacter une entreprise pour qu'elle soit participante, c'est pas une tâche. Parce que du coup, derrière, tu dois dire, OK, il faut que je me renseigne sur elle, sur ce qu'elle fait, sur sa maturité en BIM. Qui décide dans cette entreprise de venir ou pas? Quel problème irritant je résous en lui amenant un salon sur la table? C'est toutes ces questions-là où déjà, sur la première édition, on ne le faisait même pas. On avait une approche beaucoup plus, on va dire, brute. C'est-à-dire qu'on disait, on fait un salon, c'est telle date,
tiens le contrat. si tu Il n'est veux, pas si tu très veux, efficace. signe. Et tant mieux. Si tu nous réponds pas, on va te relancer dans quelques semaines, mais voilà. Ou peut-être qu'on va t'oublier. Et donc, du coup, il y a toute cette partie-là, par exemple, sur cette tâche-là, où on n'avait pas identifié toutes les tâches qui étaient corrélées avec cette grosse tâche, quoi. Ouais. Donc, on a découvert au fur et à mesure, on a fait beaucoup d'erreurs, hein, normal, à la première édition. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a deux manières d'apprendre dans ce type d'aventure. C'est par l'expérience, c'est-à-dire tu vas faire une erreur et puis tu vas te dire ça, plus jamais, la prochaine fois, on le fait plus. Et après, il y a se former. Et à se former vraiment, après, on s'est auto-formé, mais se faire accompagner, se faire former vraiment, on l'a fait que après la deuxième. Mhm. Sinon, c'était beaucoup d'apprentissage par l'expérience. Ouais, débrouillardise. C'est-à-dire, aujourd'hui, je choisis un sujet, je vois les bonnes pratiques, comment j'essaie de faire le mieux possible pour prendre ce sujet et d'en faire une réussite. Et après, on a toujours eu cette notion d'amélioration continue. Justement, on parlait de la prospection avant. On prospecte pas du tout de la même manière. Que pareil, sur l'emailing, on a des bonnes pratiques qu'on maîtrise mieux. Surtout. Surtout, ouais, en Surtout, vérité, quoi. surtout. Mais c'est ça qui est intéressant, du coup. Parce que, pour en revenir au milieu de l'événementiel, c'est que tu peux pas te reposer sur tes acquis. Parce que chaque année, Ah, tu tu remets ton titre en jeu. C'est-à-dire que là, si on fait une 4e édition qui correspond pas aux attentes des visiteurs, le visiteur qui sera là, il s'en fiche de savoir qu'on a fait 3 éditions qui étaient cool avant. Donc, chaque année, on est obligé justement de repartir pas de repartir à zéro, mais de remettre tout à plat et de se dire, OK, cette année, qu'est-ce qu'on améliore ? Quels sont les objectifs prioritaires ? Comment on va essayer d'améliorer ça ? Est-ce que ça, on a vraiment un intérêt à le développer ou est-ce qu'on on le laisse de côté, on vient sur une édition plus tard parce que ça va être trop ambitieux, ça va nous prendre trop de temps. Et il y a pas mal de ça dans le processus, entre chaque édition en tout cas. Il y a vachement ce processus-là. Okay. Et du coup, si on prend... si on dit, si vous avez le pouvoir de revenir en arrière, de donner un message, un conseil à vous d'avant, des premières éditions, quel conseil serait ? Moi, je dirais, fais pas ça, Audrey. Réfléchis à 2 fois. Non, mais c'est une aventure incroyable, hein, humainement, etc. Ouais. Mais quel conseil qui pourrait t'aider avant, en fait Je pense que si on avait justement la connaissance, les compétences, etc., ça aurait été notre aventure. Tu vois, ouais. Ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on a fait les choses à l'instinct, on s'est débrouillé, on a réglé les problèmes au fur et à mesure, etc. Le propre de l'entrepreneur, quoi. Ouais, le boulot ça, de l'entrepreneur. l'adaptation, l'agilité, etc. Peut-être ce serait de prendre plus de temps parce que là, on a créé la société, on a sorti une vidéo qui disait telle date, tel endroit, il y a l'événement. Et puis, on a découvert tout ce qu'il y avait à faire et on a géré au mieux qu'on pouvait. Peut-être prendre plus de temps, peut-être se former aussi, ce qu'on a fait après le deuxième, se former sur les sujets comme la vente, comme des choses comme ça qui ne sont pas dans nos activités, ni salariées, ni dans nos compétences à la base. Mais d'un côté, si tu fais ça avant de lancer un projet, tu lances rien du tout non plus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose où fais du mieux que tu peux sur le moment, à l'instant T, t'amélioreras après. Ne reste pas figé, tétanisé face à un domaine que tu connais pas en te disant je vais pas réussir à le faire, j'ai pas les compétences. Fais du mieux que tu peux. À l'instant T, t'amélioreras après. Mais si tu fais rien, t'as pas de base, t'as pas de data, t'as rien, t'as pas de processus pour l'améliorer. Donc il y a vraiment un côté de fonce et tu t'adapteras après ou tu t'adapteras pas. Mais en tout cas, t'auras vécu le truc, t'auras tenté. Si tu restes paniqué par l'inconnu, automatiquement, tu vas rien faire. Donc, mais on avait un peu ce truc-là au début de vouloir, par exemple, sortir le site. Faut que le site soit parfait, complet, après on le sort.
tu vois, on était vraiment à essayer de trouver la perfection avant de lancer quelque chose, un peu peureux, tu vois. Et ça, je dirais aussi que voilà, faut pas trop se poser de questions, comme il dit. On sort le site internet et au fur et à mesure on le complète, on l'améliore, etc. Tu vois. En fait, le beau conseil, c'est de foncer, d'aller de le faire. Voilà, quoi. faut Ouais, être comme nous, inconscient, et puis après tu te Voilà. débrouilles. Mais je pense que t'as pas trop le choix, en fait. C'était le CEO de LinkedIn à l'époque, justement, qui disait, je crois, on confirmera, on mettra Ouais, si on jamais, mettra. parce que je vais dire des bêtises. Justement, si t'as donné ton application quand elle est parfaite, c'est que tu l'as envoyée trop tard. Exact. Exactement. ouais. Et finalement, nous, on a eu la même question. Quand on a lancé, on s'était fait plein de plans. On avait dit, il nous faut X caméras, il nous faut X micros, on aurait besoin de plus de lumière. Puis finalement, tu fais que de retarder le début. Et puis c'est que quand tu as commencé à faire 1, 2, 3, 5 fois des choses, que tu dis, finalement, ce que j'avais imaginé au début, de toute façon, c'est tout faux. Ouais. J'ai appris de la première opération, ça m'a permis de reguider ou bien rediriger, on va dire, l'objectif. Et puis c'est que comme ça que tu progresses. Bien Donc- sûr, je donc, pense. Faut te lancer. Puis c'est là que tu apprends. Puis en faisant des erreurs, on progresse. Bien sûr. Je crois qu'il y a une autre ref aussi dans ça. Je crois que c'est Orelsan qui a dit en vérité, pour faire une vidéo, il faut Faut que t'aies un truc qui filme, voilà. que tu aies un truc qui filme, mais ça s'arrête là. Tu vois, faut mettre le pied à l'étrier pour savoir si t'es fait pour ça ou si t'es pas fait pour ça. Et surtout, de rien lancer, ça va te laisser des regrets. Donc lance et t'improviseras par la suite. Je pense que c'est à ça. Je pense qu'on n'a pas aussi été vers des gens qui faisaient ça dès le début. On était un peu entre nous. On s'est pas forcément ouvert à l'extérieur. Entre-temps, là, on a rencontré des gens qui font vraiment ça. C'est leur vrai métier. Qui organisent Swiss IT depuis plus de 10 ans, je pense. Voilà, le fait d'aller manger avec des personnes comme ça, de leur poser des questions, leur dire comment tu fais ça, etc. Ça fait vraiment avancer aussi. Et on n'allait pas forcément vers les gens pour se renseigner. Ça, je pense qu'on aurait pu faire mieux si on avait fait ça direct. Puis il y a aussi un autre aspect qui peut être intéressant, c'est-à-dire que si à l'époque de la première idée, c'est-à-dire quand Audrey est l'initiatrice de l'idée, on commence à se dire, ok, viens, on fait un blog, un réseau social, peu importe, où on commence à parler du sujet, tu vas avoir une communauté qui se forme. Et quand tu vas lancer ton vrai projet, tu as déjà une base de followers ou de personnes, ou, du moins, qui ont montré un intérêt pour ton contenu, pour après embrayer derrière sur autre chose. Et ça, c'est archi important parce que du coup, la caisse de résonance que tu vas utiliser quand tu vas dévoiler ton message, quand il sera prêt, elle sera beaucoup plus grande que, par exemple, ce qu'on a fait. C'est-à-dire d'arriver et de dire on fait un salon. Derrière, il a fallu ramer, il a fallu aller chercher des gens, il a fallu que le message passe. Si tu as déjà fait un premier réseau en local sur une thématique, ça va être beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a une grande mode qui est notamment sur LinkedIn, qui est le build-in public, où pas mal de logiciels fonctionnent comme ça et se disent « Ok, je documente tout. De A à Z, je documente tout. » Et ces personnes-là, elles disent qu'elles gagnent énormément de temps parce que justement, elles ont des sachants qui s'intéressent et qui viennent les réaiguiller en fonction des réflexions qu'elles peuvent avoir. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de se dire, OK, je communique, même si pour l'instant, le produit n'est pas fini, le produit n'est pas construit. Je communique comme ça va avoir je vais pouvoir tomber, le hasard fait bien les choses généralement, je vais pouvoir tomber sur des personnes qui vont justement servir de facilitateurs et vont remettre aussi peut-être en question les pensées que je peux avoir sur tel ou tel sujet. Avec l'événementiel, se pose la question aussi du mode de financement. En tout cas, pour la première édition, comment ça s'est passé ? Sur la première édition, on a fait un budget prévisionnel avec tous ceux dont on avait besoin. Donc la salle, on loue les stands avec déjà des cloisons qui sont installées.
Donc les cloisons, le mobilier, etc. On a fait un pré-budget et du coup on a divisé ce pré-budget en 4 et on a pu tous investir avec nos fonds propres pour faire la première édition. Ce qui est important dans l'événementiel, c'est d'avoir l'argent pour tout payer, quoi qu'il se passe, les techniciens, etc. Et du coup on l'a fait avec nos fonds propres pour la première édition. Les sorties d'argent sur l'événementiel, elles sont pas toutes quand tu vas commencer la communication à l'annoncer. Ça veut dire que ça permet de lisser, ça permettait à 4 d'avoir les budgets suffisants à chaque étape de l'organisation. Donc du coup, on a 100% autofinancé la première édition. Ouais. Puis en termes de communication de la première édition, vous avez utilisé les réseaux sociaux beaucoup ou pas quelle est la stratégie de la première édition? La première édition, il n'y avait pas de stratégie. La première On n'a pas eu édition, le temps c'est vas-y, fonce, vois les canaux d'acquisition qui sont facilement actionnables, actionne-en le plus possible et essaye de faire un Rex le plus rapidement possible par rapport aux retombées. On a créé un LinkedIn. Ça, on est en 2019. L'algorithme, il fonctionne pas pareil qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de créateurs de contenu. Il y a plus de place. On lance une vidéo. Un peu mystérieuse. Un peu mystérieuse où en fait on annonce les grandes thématiques du salon, le nom du salon et la date. C'est tout. Et derrière, on a un effet qui se propage justement où personne sait qui organise. Personne ne sait si c'est sérieux, vu que personne ne sait si ça pouvait être juste un test de marché et on se retire parce qu'on voit qu'il n'y a pas de réel intérêt. Donc on lance comme ça. Beaucoup sur LinkedIn. Beaucoup sur LinkedIn. Après, on essaye un peu Facebook, un peu Instagram. On limite notre implication parce que c'est beaucoup plus dur de cibler quand on est dans un milieu de niche comme le nôtre, où on sait que LinkedIn, ça va nous donner la possibilité d'aller cibler les architectes, les ingénieurs, les BIM managers, etc. Après, en canaux, on essaye d'utiliser l'emailing. Résultat catastrophique. Première année, résultat catastrophique. On a tout tenté. On a fait un peu de presse, notamment avec Xabim. On a même fait des tours de bureau avec des flyers. Pas moi, lui. Les deux jeunes, ils ont fait ça. Donc, moi et Arthur à l'époque, on a fait des tours de bureau dans tout Genève où on toquait à la porte. Tenez les flyers. On essayait de présenter, de défendre notre... Un espèce de pitch. Faut savoir qu'en 2019, le BIM, c'était pas comme maintenant. Là, le BIM, on parle de BIM à quelqu'un de l'écosystème. Il y a plus ou moins une évidence. En 2019, ça suscitait beaucoup d'interrogations. Ça veut dire que, en plus, moi, je suis pas un profil technique. Je suis un théoricien du BIM à la limite, mais j'ai pas un profil technique. Ça veut dire que je me retrouvais à défendre. Mais bon, ça nous a formés. Je me retrouvais à défendre le salon, soit un architecte, un ingénieur, soit la secrétaire. Laisse ça dans la salle de réunion, comme ça tout le monde le voit, etc. etc. Donc on a vraiment essayé plein de billets différents pour toucher notre cible. On a fait aussi, justement, avec ces flyers-là, on a développé une application de réalité augmentée avec Block in Block à l'époque, où en fait, quand tu scannais avec l'application le visuel du flyer, les lettres BIMD GVA se transformaient en bâtiments et tu pouvais masquer certaines techniques, etc. etc. Donc, derrière ce petit effet de gadget, il y avait aussi de dire on sort pas de n'importe où et on s'approprie pas un sujet qu'on maîtrise pas un minimum, en tout cas, tu vois. Et ça a plutôt bien marché malgré notre désorganisation compacte. Après, il y avait un certain mystère quand même, parce qu'on voulait mettre en avant le salon, on voulait pas forcément se mettre en avant. Bon, déjà, moi, c'était risqué parce que je travaille dans le BIM, et je me suis dit, si cet événement, il est pas bien, toutes les réunions BIM, on va me dire, c'est pas toi qui avais créé le salon, qui a pas marché et tout. Donc moi, je risquais un peu
ma crédibilité dans le BIM, en fait. Donc, j'avais pas trop envie de me mettre en avant. Après, toute l'équipe, on se disait, on met l'événement en avant, qui organise, etc. C'est pas forcément important ou intéressant. Puis après, il y a eu un petit buzz sur les réseaux sociaux où tout le monde disait, mais qui organise cet événement? Tout ça, c'était un peu la question. Jusqu'à un commentaire qui nous a bien fait rire, où il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce que ce serait pas un lobby caché qui organiserait cet événement? Là, on s'est dit, ça va loin quand même. On va dire que c'est nous. On est loin de l'organisation mafieuse quand même, tu vois. On n'est pas un lobby, tu vois, on n'est pas assez nombreux. Et donc, du coup, après, ça s'est fait naturellement. C'est vrai que sur la première édition, c'est pas qu'on souhaitait garder l'anonymat, c'est qu'on pensait que l'idée qu'on véhiculait, elle était plus importante que notre nom propre. Pas qu'aujourd'hui, on pense le contraire, mais aujourd'hui, on a plus la légitimité de prendre la parole sur ce genre de sujet au vu des éditions qu'on a organisées. La première, ça aurait pu dissonner par rapport à ce qu'on voulait vraiment et ça aurait pu faire justement ce que tu disais tout à l'heure. Je veux me mettre en lumière à travers ce salon à des fins personnelles. Là, on a plus mis ça au centre et c'est, je pense, qu'il y a plu aussi aux gens et aux personnes qu'on a contactées pour rejoindre cette aventure, autant en exposant qu'en visiteur, c'est qu'il n'y avait pas une volonté de briller, mais c'est vraiment l'écosystème qui était au centre du projet. Demain, on peut faire le meilleur salon possible. Si les gens n'ont pas envie de venir, notre initiative, elle ne sert à rien. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui a été important pour nous sur la première édition. Donc, du coup, la première édition, pas de stratégie, mais la seconde, le retour. Voilà, la deuxième. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que déjà, j'anticipe peut-être une question qui va arriver après, mais on prend des retours à chaud. Les gens ne nous connaissent pas forcément. Donc, on peut poser des questions ouvertes et on a une réponse totalement transparente. On a un petit questionnaire de satisfaction et on a notre analyse à nous, où on essaye d'être le plus transparent déjà les uns envers les autres, de se dire, OK, je pense que sur ça, on n'a pas été bon, sur ça, ça reste à améliorer, ça, je pense que c'était une mauvaise idée, etc. Et sur la deuxième édition, du coup, on était beaucoup plus dans le vrai, je dirais. La première édition, sur le flyer, il y avait écrit dans un espace de 1200 mètres carrés, retrouver des solutions. On n'était pas dans le concret. On était dans une description logistique d'un produit, mais on n'était pas dans l'apport de valeur. Je pense que c'est vraiment ça qui a switché entre le 1 et le 2. C'est qu'on était déjà dans une approche où on veut donner de la valeur. Que tu viennes à l'événement ou que tu viennes pas à l'événement. Tu nous suis, on partage. C'est pour ça que, par exemple, toutes les conférences qui ont lieu sur une édition, on essaye justement de faire un article récapitulatif pour soit les personnes qui sont pas géographiquement disponibles ou près de Genève puissent quand même suivre. Et on a essayé de donner de plus en plus de valeur et d'être beaucoup plus organisé sur comment on communiquait sur notre stratégie de contenu, quoi. Et puis, peut-être de ton côté, maintenant, on a vu un petit peu la partie, on va dire, communication, marketing, mais sur la partie plus technique, toi, comme tu disais avant, t'es vraiment dans le métier, t'as vraiment les pieds dedans et puis tu sais faire. Comment t'avais utilisé ces compétences ou cette veille que tu fais pour choisir peut-être les thèmes et puis qu'est-ce qui pourrait plaire aussi justement comme contenu pour que ça apporte de la valeur, on va dire, dès la première édition aux gens? Est-ce que c'était finalement qu'est-ce qui te plaisait ou est-ce que c'était ce que tu voyais qu'allait arriver? C'était un petit peu quoi l'approche pour choisir les thèmes? C'est un peu les deux. En fait, déjà, sur les projets dans mon activité salariée, de voir les sujets qui émergent, les nouveaux cas d'usage qui sont développés, etc. Je me suis fait un peu, la première fois, mon programme idéal, en fait. Ce que toi, t'as voulu voir. Exactement. Et je me disais, en fait, je suis la cible. Donc, si ça me plaît à moi, Sven, ça va lui plaire. Miguel, ça va lui plaire. Enfin, tu vois, de se dire que, en fait, mes centres d'intérêt, alors, c'est le domaine du BIM, c'est un domaine de passionnés. On est tous un peu passionnés par la techno, etc., les projets.
Donc c'était un peu mon programme idéal la première fois. Par la suite, c'était plus, j'essayais plus de coller au sujet d'actu. Mais ça, c'est mon expérience professionnelle enfin, je fais une veille dans mon travail, je regarde les nouvelles technologies, etc. Donc chaque année, je me dis, ça, c'est un sujet qui est pertinent. Alors, on a fait beaucoup de choses, hein. On a fait le BIM et le Lean, par exemple. On a fait l'IA l'année dernière. Jumeaux numériques, beaucoup. Voilà. Et chaque année, je me dis, ça, cette année, ce serait pertinent de le mettre parce que vraiment, je sens que c'est une préoccupation, c'est un sujet pour un peu tout l'écosystème. Et puis, au début, enfin peut-être sur la première, sur la deuxième, vous aviez des objectifs de réussite où vous étiez dit, si on a X, je ne sais pas, personnes qui viennent ou X personnes qui à la fin nous dit c'était trop bien. Enfin, comment vous aviez un petit peu évalué pour dire quand c'est que c'est bien? Enfin, La première édition, du coup, elle n'a pas eu lieu à Palexpo, mais elle a eu lieu au Ramada Centre de conférence. La salle de conférence, elle avait une capacité de 200 personnes. Et du coup, c'était de concerner 200 personnes qui seraient intéressées par ce passe-conférence. Cet objectif-là, il a été réalisé la veille de l'événement. Ça veut dire que la veille de l'événement, on était en train de monter les cloisons et notamment toute l'électricité parce que Arthur était électricien et donc du coup on avait câblé tous les stands et tout l'électricité était ramenée par nous. Je me revois encore donc du coup finaliser l'électricité en chantant qu'on était sold out le lendemain. Donc c'est un des premiers objectifs qui a été rempli. Après on n'avait pas vraiment d'objectif en termes d'exposants. Ouais, vu l'organisation comme c'était compliqué, je devrais dire désorganisation plutôt qu'organisation. Notre seul goal, j'ai envie de te dire, c'était que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème technique, que les gens soient contents. Et puis, remplir la salle de conférence, c'était le petit plus, mais on n'avait pas vraiment d'objectif, ni chiffré, ni un nombre de personnes, etc. Nombre d'exposants non plus. Donc, là, c'est pour la première édition. Puis la seconde édition, vous avez trouvé un objectif commun? Alors déjà, la deuxième édition, ça a été la bataille. C'était le Covid. C'était l'époque Covid. Ça avait été décalé. Hein, vous aviez. Ça veut dire que la première édition, on l'a fait en janvier 2020. En mars 2020, le monde s'arrête. Et on se dit, OK, comment on fait? Ça veut dire qu'il faut une certaine organisation où avant l'événement, tu commences X temps à l'avance. Donc, au départ, on se dit une première date. On sonde le marché et les exposants ils nous disent écoute, nous en interne on a l'interdiction on a gelé les budgets événements physiques, on a l'interdiction de se positionner sur des salons. Donc on se dit ok, on va améliorer le salon en attendant, mais pour l'instant on se fixe pas de date. Il y avait aussi beaucoup d'exposants qui s'étaient inscrits à des salons, tous les salons qu'ils faisaient d'habitude, sauf que ces salons ils sont transformés en événements hybrides. Voire virtuel, ouais. Beaucoup virtuel. Du coup, ils avaient déjà payé et puis pour le prix de d'habitude où on rencontre des gens, ils sont sur place, ils avaient eu des événements virtuels. Et ils avaient un peu peur de ça. Même si nous, on avait écrit dans nos contrats que si l'événement ne pouvait pas avoir lieu en physique, on le faisait pas, on le reporterait. Il y avait un peu cette crainte chez les acteurs du marché où on s'est dit ça va être compliqué de réunir... une vingtaine, une trentaine d'exposants. Donc la première fois qu'on essaie de l'organiser, ça reste on va dire en interne avec les exposants qu'on a. On la décale. On la décale sur une édition 2. Enfin, sur une deuxième date plutôt. Les acteurs sont un peu plus réceptifs. Justement, Audrey, on avait dit, nous, notre vision de l'événementiel ne peut se faire qu'en physique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est volontairement pas hybride parce qu'on a peur que même quelqu'un qui est de Lausanne, qui ait la possibilité de le faire en virtuel, le fasse en virtuel au lieu de venir. On a vraiment la volonté de réunir. Donc du coup, pour nous, c'était impensable de justement, on va dire, moduler l'événement vers quelque chose de virtuel. Donc on a quand même réussi à avoir le soutien des exposants, justement, en l'écrivant noir sur blanc sur les contrats, que si c'était pas possible de le faire à telle date
soit ils avaient la possibilité d'être remboursés de leur participation, soit la possibilité de participer à l'autre date, mais ça aura lieu en physique. Et cette deuxième date, ça a été non plus pas la bonne, parce qu'on a commencé à dire ok, la prochaine édition a lieu telle date, et au final il y a eu, je crois, la deuxième vague, où c'est plus très frais dans ma tête, un nouveau variant, quelque chose comme ça, un variant qui a contrecarré nos plans. Donc du coup on s'est remis en stand-by et on a relancé une troisième date. Et sur cette troisième date, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es dans un projet entrepreneurial, tu peux pas y être en demi-teinte. Ça veut dire que faut s'impliquer autant au niveau du temps qu'émotionnellement et pour mettre de l'énergie. Ces 2 faux départs, ils ont fait qu'on a eu du mal à démarrer sur la vraie deuxième édition quand il fallait s'y mettre. Et en fait, on s'y est mis quand le timing était suffisamment... Il n'y avait plus de possibilité de faire marche arrière. En fait, on s'est dit, c'est soit on organise, ça va au bout, tant mieux. Soit si ça plante, tant pis. On arrête de... Enfin, on a occulté le Covid. On s'est dit, la date, c'est ça. On a repoussé 2 fois. Maintenant, on le fait comme si ça avait lieu. Si ça peut pas avoir lieu, tant pis. Mais on se met à fond et on le fait. Et là, la magie, 15 jours avant la date, toutes les mesures Covid sont levées en Suisse. Plus de masques. Voilà, les planètes alignées. Ouais. Moi, je regardais la courbe des cas positifs comme si c'était... j'ai pas de crypto-monnaie, mais je pense comme si c'était une courbe de crypto-monnaie. C'est-à-dire, plus ça baissait, plus j'étais content. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu un des événements marquants qui a eu lieu sur la deuxième édition. C'est cette levée des restrictions et où les 15 derniers jours, la billetterie s'est complètement emballée. Les gens avaient vraiment un besoin de se réunir, etc., etc. Et donc, du coup, ça a fait nos affaires. Ça nous a permis, et ça a été un peu, comment dire, une récompense de la résilience qu'on a pu avoir. Ouais, la détermination. Ouais. Puis on a fait un petit jeu de mots. On a dit, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire, vous avez juste besoin d'un passe conférence. C'était pas mal. Ou d'un passe exposant. Et puis, qu'est-ce qui vous a décidé finalement, ou quel a été l'élément, on va dire, qui vous a permis de dire, la première édition, malgré toutes les difficultés et toute l'expérience, même si ça s'est bien terminé, on se relance pour la deuxième? En fait, c'est un peu, tu t'es lancé, t'as un peu pas le choix en vérité. Hein. En plus, malgré tous les problèmes d'organisation, etc., on a réussi à faire quelque chose qui a plu. On a eu beaucoup de retours positifs, que ce soit des visiteurs, des exposants. Après, on n'avait pas un salon immense, hein, c'était 20 exposants. Donc voilà, on avait des bons retours, tout s'est bien passé. On s'est dit que ça pourra pas être pire que la première fois. On a appris beaucoup, etc. Donc ouais, c'était un peu une évidence. On s'est pas trop posé la question, sauf Arthur qui lui a dit non, ce domaine, trop de stress, ça me plaît pas, etc. Nous, on a continué sans trop se poser de questions. Hein. Ça s'est fait automatiquement, et puis le milieu a soutenu l'initiative instantanément, en fait, sans savoir qui on était, comme on était caché dans l'ombre. Et donc, du coup, sans prétention, je pense qu'on est relativement sympa. Et donc, du coup, les liens sont tissés sur le premier événement. On avait vraiment la volonté aussi d'accueillir les exposants comme si on les invitait chez nous, quelque part. Du coup, on a des petites intentions qui, selon eux, font la différence, alors que pour nous, ça semble normal. Et donc, du coup, on s'est pas vraiment posé la question, parce que le premier événement, comme je te disais, on n'avait pas de stratégie. La seule stratégie qu'on pouvait avoir, peut-être, c'est de valider l'idée. Donc, une fois qu'elle a été validée, via la première édition, automatiquement, on s'est dit, OK, let's go. Ouais, non, mais c'est chouette, parce que finalement, ça vous a pas... Enfin,
ça n'a pas été suffisamment de stress, on va dire, en tout cas pour vous dégoûter. Puis si vous en avez retrouvé en tout cas du plaisir et puis des retours positifs, ça pousse aussi à continuer, quoi. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu un déclic qui dit ah ouais, enfin je sais pas, durant l'événement, peut-être se dire ah ouais, en fait c'est vraiment hyper cool. T'oublies un peu en fait le jour de l'événement, tout le monde est là, c'est sympa. Même le montage. En fait, à partir du moment où tu commences le montage, en fait, pour moi l'événement il est terminé. Ça veut dire qu'à partir du montage, ok, c'est que du kiff. Ouais. Tu reçois du monde, t'es content. C'était marrant ça d'ailleurs, parce que lui, il était archi stressé avant l'événement pour dire ouais, on est en retard, il n'y a pas assez d'inscrits et tout. Et puis, on a fait le montage et nous, on stressait pour l'événement, les trois. Et lui, il disait maintenant, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est fini. Ouais, on a plus de possibilité d'agir sur ce qui va se passer. Ça sert plus à rien de stresser au final. Maintenant, on laisse couler. Ouais. S'il y a des parce que de toute façon, il y a toujours des micro-problèmes le jour de l'événement. Un micro qui saute, une présentation qui saute. On saura réagir sur le moment. Mais le gros du travail, il a été exécuté. On s'est donné au max. Ça sert plus à rien de stresser maintenant, quoi. Ouais, et puis t'as le jour de l'événement où il y a tout le monde, tu vois, déjà... C'est la célébration, tu vois. Pour nous, c'est la célébration, tu vois, on est content, on revoit des personnes, on voit que ça plaît autant, que de plus en plus d'exposants ont la volonté de participer. Entre guillemets, on est validé par le BIM. Mais du coup, pendant l'événement, vous avez quelqu'un qui gère ces petits problèmes de style micro, c'est vous deux, c'est quelqu'un. Alors on est seul. Parce qu'il y a forcément des petits couacs, donc du coup, faut quand même répondre à ces petits problèmes. On est trois, dans le sens où on est trois associés, et on fait toute la partie organisation, mais après le jour de l'événement, à Palexpo, on a un prestataire qui s'occupe du son et de l'image. Ouais. On a pas mal de personnes qui travaillent pour nous le jour J, des photographes, des gens qui viennent capter en vidéo l'événement. On prend des intérimaires qui assurent l'entrée. L'entrée, voilà. Ça, le jour de l'événement, on pourrait pas le faire à trois, on pourrait pas tout faire. Après, on a plus ou moins des zones définies. C'est que moi, je gère l'entrée, par exemple, sur le démarrage. Audrey, elle gère plus tout ce qui se passe en zone conférence. Et Abder, elle est plus sur la zone d'exposition le jour du salon. Donc, du coup, on a quand même une petite répartition. Mais oui, on n'est pas surstaffé non plus, quoi. On a, comme elle le disait, une ou deux personnes à la photo, une équipe à la vidéo. Et après, c'est plus organisationnel pour soutenir l'arrivée des visiteurs, etc. Du coup, je reprends juste côté... vous avez toutes ces activités hors de l'événement, un job régulier. Ça fait quoi d'avoir double casquette entre employé et employeur ? Enfin, entrepreneur plutôt. C'est des sacrifices. C'est des nuits blanches. C'est des week-ends sacrifiés pour s'occuper des formalités, de la croissance, de stratégie. C'est beaucoup de réunions. Après, le positif, c'est que, en tout cas moi, dans mon domaine qui évolue plus ou moins dans le même domaine d'activité, ça veut dire communication et marketing, autant sur BIMday que sur mon job salarial, ça me permet d'implanter des choses qui marchent. Ça veut dire que je valide quelque chose sur un marché B2B orienté construction. Je vais essayer de reprendre les mêmes ingrédients pour les implanter dans mon job et inversement proportionnel. Ça veut dire que des choses qui peuvent marcher sur mon job, j'essaye comment les amener sur BIMday. Donc, il y a une expérimentation qui va 2 fois plus vite, du coup. Et il y a des résultats qui sont intéressants parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, peu importe le secteur d'activité. Donc, du coup, sur ça, c'est vachement intéressant. Mais faut être déterminé, il faut être prêt à y consacrer du temps, quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu pareil. L'un nourrit l'autre. Comme je disais, dans mon activité professionnelle, je vois les thèmes d'actualité, je suis au courant des nouveaux outils, etc. Et puis, le BIMday m'a apporté de me former sur la vente, par exemple. Quelque chose quand on est BIM manager, on n'a pas forcément la fibre technique, mais on n'est pas forcément des vendeurs, etc.
Donc le BIM Day m'a permis d'acquérir des compétences, de nouvelles compétences qui m'apportent aussi dans mon travail. Après, c'est chronophage, hein. On a 2 activités en même temps, suivant comment l'événement se rapproche. Bon, on passe beaucoup de temps sur BIM Day, en plus de notre activité. Donc, c'est aussi une organisation. On n'est que 3, donc on doit au maximum automatiser ce qu'on peut automatiser. Puis, faut... Ouais, et puis il y a une vraie volonté aussi d'être productif. Mm. La productivité, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand tu viens de taper 8 heures de boulot, que tu arrives chez toi et que tu as des choses à traiter, le but, c'est d'être le plus efficace possible aussi. Parce que se coucher à 2 heures du matin tous les soirs, c'est après, il y a des répercussions sur les 2 activités, en fait. Donc, il y a des vrais process aussi qui ont été mis en place et il y a on va dire, il y a la thématique de la productivité. Moi, je l'ai pris à bras le corps pour être le plus performant possible en un minimum de temps sans délaisser la qualité en sortie. C'est-à-dire, c'est bien de le faire vite, mais si tu le fais mal, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, du coup, c'est de voir comment on peut automatiser certaines choses, voir là où, justement, sur ceux qu'on automatise, on va essayer de privilégier des tâches où on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Par contre, il y a des choses qu'on aime faire. Ça, on aura l'occasion de passer plus de temps. Et par exemple, sur le contenu, d'avoir un contenu qui est de meilleure qualité et qui attire plus on va dire, de personnes du milieu. Donc, il y a vraiment cette part-là qui était importante, en tout cas. Moi, je sais pas, j'utilise par exemple la technique des Big Rocks. Ça veut dire que chaque soir, quand je finis, je me fixe 3 gros objectifs pour le lendemain. J'utilise un Pomodoro toutes les 25 minutes, avec 5 minutes de pause, etc., où j'essaye vraiment d'être focus et d'avoir du travail de qualité quand je me mets dedans. Audrey, elle utilise d'autres techniques. Ouais, moi, je suis plutôt Pomodoro, je trouve ça court et ça me correspond pas trop. Moi, je suis plutôt deep work, c'est-à-dire que je prends 2 heures, je coupe mon téléphone, je ferme ma boîte mail, je mets une petite playlist deep work de Spotify ou autre, et puis je me focus sur une tâche et je la termine, quoi. Mais là, c'est vrai que la productivité, l'organisation, aussi l'hygiène de vie, parce que voilà, c'est comme presque des sportifs de haut niveau. On travaille 12-14 heures par jour à des moments. Si tu manges mal, si tu dors mal, etc., tu vas pas tenir 3 mois comme ça. Donc, faut vraiment optimiser son temps, être efficace et puis avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, de toute façon, il y a une vraie analogie entre les performances que tu peux avoir au travail et les performances d'un sportif de haut niveau. Je pense que justement, toutes les routines que tu peux mettre en place, tous les process organisationnels, tous les processus, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir une vue d'ensemble, etc., ça participe aussi à être productif sur l'instant T, parce que si tu sais que tu as un chemin critique qui arrive et que tu délaisses ta tâche au moment T, tu sais que ça va avoir des répercussions. Et il y a beaucoup... en tout cas, c'est un réel sujet pour nous de travailler vite, entre guillemets, et bien. Surtout quand tu as une double activité et tu es obligé. On revient peut-être sur le côté BIM Day, les premières éditions et tout ça. Quels sont les retours les plus marquants que vous avez eus de la part des participants et des intervenants ? Alors moi, je me rappelle de la première édition. Donc, pour vous mettre dans le contexte, en fait, on crée un salon pour la première fois. On doit convaincre des exposants de venir. Alors qu'on n'a aucune référence. On n'a pas de précédente édition pour dire il y avait tant d'exposants, etc. Donc, chaque stand qu'on va chercher, c'est vraiment compliqué à ce moment-là. On doit persuader les gens et tout ça. Et à l'époque, il y avait Rodrigo Morales, qui est maintenant au CERN. Il était chez Hamstein. Du coup, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit viens, on fait un rendez-vous ensemble, etc. Donc, je suis allé le voir. Et c'est vraiment celui qui m'a marqué le plus, parce qu'il me dit mais vous allez organiser cet événement, vous n'êtes pas de l'événementiel, etc. Je lui ai dit oui. Il m'a dit vous êtes des malades. Moi aussi, je suis un fou. Il a dit je deviens partenaire de l'événement avec Hamstein à l'époque. Et je vous suis, quoi. Donc, excellent. Ouais. C'était le premier. C'était le premier, ouais. C'était le premier partenaire dans ce contexte-là de la première édition, c'était le premier partenaire. Ça a été le seul partenaire, je crois, non ? Il y avait Suisse Pro, parce que justement, avec l'affiliation, mais du coup, ouais. Ouais.
Ah, ça, j'ai aimé la démarche. J'ai trouvé ça génial. Vous êtes des malades. Moi aussi, je suis un fou. On y va ensemble. C'est excellent. Stop. Excellent. Mais il faut des gens comme ça qui qui peuvent se permettre de soutenir une bonne initiative, puis de dire, OK, ben, finalement, allons voir où ça va nous emmener. Et puis, ben, qui font confiance un petit Ouais, peu, bien sûr. peut-être Pourtant, on était concurrents. naïvement. En plus, on était concurrents, tu vois. Moi, on avait le même poste, lui chez Hamstein, moi chez BG. J'ai trouvé sa démarche top, quoi. Ouais, moi, de mon côté, c'était plus le jour J d'événement. On a eu Nicolas Régnier et Emmanuel François de la Smart Building Alliance, la SBA. Plus enthousiasme que nous. Ils disaient, vous vous rendez pas compte, vous avez créé un truc de ouf. Ils étaient plus enthousiastes que nous. Comme s'ils réalisaient plus qu'on avait. En fait, je sais pas si ça vous arrive vous aussi personnellement. Peut-être que vous avez des gens dans vos entourages qui vous disent, mais vous avez enregistré tant de podcasts, vous faites tant de vues, c'est magnifique. Mais pour vous, vous avez une impression de normalité. Genre, en fait, j'ai fait ce que je suis censé faire par rapport à la mission que je me suis moi-même fixée. Donc, d'avoir ce retour chaleureux, moi, ce retour-là, il m'a marqué. Ouais, il m'a marqué. J'avais presque plus l'impression que c'était eux qui organisaient que nous. J'étais plus content. Ouais, ça, c'est un peu chaque année, c'est que les gens, ils nous disent, mais c'est dingue, comme ça grandit. Mais nous, on se rend pas compte, on est tellement dans le guidon, la tête dans le guidon, que voilà, on se rend pas compte de l'évolution, etc. Mais c'est les retours extérieurs qui nous font prendre conscience. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui est de l'extérieur, qui a son regard, puis qui te dit, ben, finalement, il y a une partie aussi un petit peu, je sais pas comment dire, mais où il valide, on va dire, le projet, il valide aussi l'aboutissement de l'édition, Ouais. en disant, ben, ce que vous avez fait, c'est bien. Ouais. Et puis finalement, toi, tu es dedans, tu sais que tu as eu peut-être la réussite attendue, etc., mais que quelqu'un d'autre le dise, souvent, ça fait plaisir. Enfin, Ouais, ça il y a cette conforte, reconnaissance. Oui, Ouais. et puis même les gens ils me disaient c'est carré, c'est bien organisé. alors que et tout. c'était un bordel Alors pas que possible. le photographe, je lui ai dit de venir la veille alors que c'était le lendemain. Tu vois, il y a plein de désorganisations qui n'étaient pas visibles De en l'extérieur. vitrine. mais que nous on savait et c'est là aussi que tu te dis ok, c'est cool, sans attendre cette validation là, ça te permet aussi un peu plus, parce que toi t'es pas conscient en fait, quand t'es en train de le faire, t'es pas conscient réellement de ce que t'apportes. T'as besoin de ce regard extérieur sur ce que tu fabriques, entre guillemets, même si tu peux pas fabriquer un événement, mais pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et surtout quand ça vient de la part d'orateurs qui ont l'habitude d'être dans ce genre de salon, c'est doublement positif. Parce que c'est un peu une validation de nos... je dirais pas de nos pairs, mais c'est une validation du milieu qui peut avoir une résonance un peu plus forte que quand c'est le photographe qui te dit c'était cool. Ouais, ça, dès le début, on a eu beaucoup de retours comme ça, d'entreprises de la place, de maîtres d'ouvrage, qui nous ont dit vraiment bravo pour l'initiative et tout. Fallait que quelqu'un prenne ce sujet en main. Et vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, etc. Donc ça, c'est super. Puis on a aussi beaucoup de visiteurs qui font partie de maîtrise d'ouvrage. Quand on regardait les visiteurs qu'on avait eu la première édition, on se disait, en fait, il y avait un peu toutes les entreprises de Genève. Parfois, c'est une seule personne, parfois, il y en a plusieurs, etc. Mais on couvrait un peu et les maîtres d'ouvrage et les grosses entreprises, en fait, de la place. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, justement, par rapport à cette première édition, et puis, il y a eu ces faits marquants, mais il y a aussi les apprentissages. Ça a été quoi pour chacun de vous le plus grand apprentissage, on va dire, sur la première édition et peut-être aussi après sur la deuxième? Alors, je pense que le plus grand apprentissage, c'est un peu du développement personnel. C'est l'état d'esprit qu'on a quand on fait ça. Donc, on s'est rendu compte que fallait être déterminé, il fallait être agile.
fallait pouvoir se débrouiller. On n'avait pas des budgets fous où on pouvait, par exemple, mettre des affiches géantes dans Genève ou des pages de magazines. Donc on devait être inventif pour coller à notre budget, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, le mindset, quand tu es entrepreneur, c'est important. Et c'est vraiment ça qu'on a développé. Après, comme je te disais tout à l'heure, on a appris par l'expérience. Pour donner un exemple, on avait approuvé une offre du fournisseur de cloison, la première édition. Sauf qu'on ne l'a pas renvoyé signé, on lui a dit OK. 3 semaines avant l'événement, il nous dit je viens pas. Et du coup, on se retrouve sans cloison. Donc ça, c'est une expérience où tu te dis plus jamais je signe pas l'offre et je l'envoie pas, quoi, Ouais. tu vois. Donc il y a aussi des apprentissages par des erreurs, tu vois. Sur la 2e édition, tout ce qu'on a commandé, on l'a commandé tard. Sur la 2e édition, surtout. Ouais, sur la La 2e édition. Ouais, sur la 2e édition, avec, en plus, je sais pas si c'était sur la 2e aussi. En même temps, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, toute la logistique européenne par rapport à des commandes que tu peux faire en termes de roll-up, de bâche, etc., bloqué à la douane de Milan. On est fait pour 2 jours. Moi, j'appelais, je disais, s'il faut, je viens les chercher, tu vois. Mais je peux pas me retrouver sans ça, tu vois. Et non, il y a pas mal d'apprentissage. Et je pense aussi, il y a une amélioration constante à chercher dans tous les domaines. Ça veut dire que... Ouais, nous, automatiquement, chaque fin d'édition, on fait une séance entre nous, on fait un retour d'expérience. On dit ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Telle personne m'a dit ça pendant le salon, etc. On note tout. Ouais, on essaye d'être le plus cash et transparent envers nous aussi possible. Justement, dans une volonté de se dire les choses et pas de se faire de la câlinothérapie. Oh ouais, on est trop fort, c'était super. Top, ouais. Et de voir une édition comme une fin en soi. De toute façon, t'as pas le choix dans l'événementiel, en vrai. En vrai, chaque nouvelle édition, comme je le disais tout à l'heure, tu rejoues ta chemise. Hein. Donc, si tu négliges une partie ou que tu laisses une tâche prendre plus d'importance que ce qu'elle avait de dans le planning de base, forcément, ça a des répercussions. Et du coup, c'est un apprentissage constant. Et le meilleur mindset à se dire, c'est que... moi, personnellement, ce que je me dis, c'est que tu sais rien. Tu sais rien, donc continue d'apprendre. Mais en plus, on est dans une ère, autant dans le BIM que dans le marketing, du coup, où tout avance à une vitesse exceptionnelle. T'as pas le temps de rester sur tes acquis. Il faut être constamment en veille sur ton sujet et sur les sujets qui sont hors de ton périmètre. Hey, c'est déjà le bout de la première partie de cette interview avec Audrey et Maxime sur leur salon, le BIMDES GVA. On les remercie pour cette conversation constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des personnes ou des thèmes que tu aimerais que l'on aborde, n'hésite pas à le faire savoir. Dans tous les cas, pas d'inquiétude, la suite arrive dans un prochain épisode. À bientôt!